Bonjour à tous, on se retrouve pour un autre Tech Summer Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons des news assez intéressantes cette semaine-ci, comme à peu près toutes les semaines en réalité, notamment le fait que vous avez une personne qui a une RTX 5090 qui a le câble qui a brûlé, ainsi que le connecteur, donc ça on va en parler. Nous avons aussi des petites news par rapport à la chaîne, avec notamment l'arrivée d'un podcast. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, donc ça je vais en donner un petit peu plus d'informations. Nous avons aussi des informations sur l'arrivée des RX 9000 et d'autres graphiques d'NVIDIA et tout ça. Donc vous avez une table de matière dans la description, ainsi sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Et normalement, il ne devrait pas avoir de problème de montage dans cette vidéo. Cette fois-ci, peut-être. On verra. Donc, la première news de la semaine, c'est le fait que vous avez le nouveau podcast tech qui arrive très bientôt, qui s'appelle Mémoire vive. Et ce sera avec, évidemment, les French Hardware et moi. Donc, si vous ne savez pas, avec French Hardware, on fait des vidéos sur la chaîne RTBF-XP depuis maintenant pratiquement plus de 2 ans, en vrai. Ouais. Donc, on fait des vidéos tech sur cette chaîne-là et on prend beaucoup de plaisir. Ça permet aussi de faire des sujets qu'on ne ferait pas forcément sur nos chaînes respectives. Et puis, on a tout simplement la RTBF derrière. Donc, la RTBF, si vous ne savez pas, c'est une des chaînes nationales de TV belge. C'est du côté, en tout cas, francophone. Et ils font des activités aussi en ligne sur le web, donc YouTube et tout ça. Et une de leurs chaînes, c'est RTBF XP, qui est du coup un petit peu dédiée à normalement le gaming, mais la chaîne s'est vite transformée un petit peu en gaming et tech maintenant. Et du coup, pendant qu'on faisait ces vidéos pour la RTBF XP, on se dit, à chaque fois on discute de l'actualité tech, forcément. On est tous intéressés par la tech. Et à chaque fois on se disait, mais en fait, quand on discute comme ça d'actualité tech, on devrait juste faire un podcast. Et si vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, il y a un moment où je voulais faire des Tech Summer Show avec d'autres personnes, mais finalement, c'était compliqué d'organiser. Là, ce podcast, c'est exactement ça. C'est pouvoir parler de l'actualité tech, mais aussi tout ce qui est en rapport avec l'actualité tech, tranquillement. Donc, ce sera, comme j'ai dit, avec les French Hardware et moi, mais aussi de temps en temps, on aura dans le futur certainement des invités, et des invités qui peuvent être de tout milieu. Ça peut être une personne, un autre YouTuber tech par exemple, qui est assez connu ou pas. Ça peut être aussi même juste une personne qui travaille pour une marque tech. Comme ça, on peut lui poser aussi des questions difficiles, voir genre, qu'est-ce que ça fait de travailler pour une marque tech? Qu'est-ce que ça fait quand ils sortent un mauvais produit et que tu es obligé d'essayer de le vendre? Oui, ce genre de choses. Je pense que ça peut être hyper intéressant. On a pas mal de contacts de l'industrie des deux côtés, on va dire. Et puis moi, ça fait longtemps que je suis sur YouTube, donc j'ai pas mal aussi de contacts. Donc ça peut être intéressant de faire justement ce genre de podcast. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan forcément de French Hardware, chacun a ses préférences, c'est tout à fait normal. Moi, comme je suis beaucoup plus posé et que French Hardware, ils sont beaucoup plus dynamiques, c'est des vidéos plus pour un public plus jeune que moi, alors que moi, c'est plus genre... Moi, je vise clairement les plus vieux. Voilà, ça peut... Je peux comprendre que certaines personnes seront en mode pas forcément intéressées, mais je peux vous dire qu'on a du coup fait le premier épisode qui devra arriver bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, ce premier épisode, on est chill. C'est très chill. Il n'y a pas de on gueule ou autre chose, c'est chill, on discute tech. Et c'est le but justement de ce podcast. On est chill, on discute tech. Par moments, ce sera un peu plus animé, par moments, ce sera moins animé. Mais voilà. J'avais pas vu qu'ils avaient mis aussi une description. Il y a vraiment toute une description. Dans tous les cas, vous avez le lien dans la description vers la chaîne Mémoire Vive. Le nom Mémoire Vive, je le trouvais plutôt adapté parce que ça fait penser à un podcast. Genre, si vous n'y connaissez rien en tech, vous dites « Ah, Mémoire Vive », ils vont parler de leur mémoire, de ce qui s'est passé dans leur passé. Donc, ça correspond plutôt bien. Mais évidemment, quand vous y connaissez en tech, vous dites « Ah, Mémoire Vive, forcément, c'est de la RAM ». Donc, je trouve que le titre est plutôt bien trouvé. Bref, dans tous les cas, vous aurez ça dans la description. Alors, au passage, je ne sais pas pourquoi, mais le dernier Tech Summer Show, vous avez un bug YouTube où j'ai mis un titre. Clairement, il y a un titre, vous pouvez le voir. Mais si vous cliquez sur la vidéo, le titre, il n'est plus là. Et j'ai essayé de changer le titre plusieurs fois, de le raccourcir autre chose. J'ai toujours exactement le même problème. Donc, j'espère que ça ne va pas le faire pour ce Tech Summer Show aussi. Mais si vous n'avez pas vu le Tech Summer Show de la semaine dernière parce que le titre était tellement court, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il y a pas mal de trucs intéressants. Ensuite, la semaine prochaine, Apple devrait refresh leur iPhone SE. Pour ceux qui ne savent pas, Apple a arrêté de fabriquer pas mal de leurs produits qui utilisaient encore des ports Lightning et notamment l'iPhone SE parce que l'iPhone SE était juste basé sur un ancien design d'iPhone. Il me semble que c'était l'iPhone 8, oui, quelque chose comme ça.
Donc l'iPhone SE est évidemment le moins cher des iPhones qui existent et a pour but d'être abordable, tout simplement. Et bien souvent, il utilise des anciennes pièces, des anciens châssis de téléphone et tout ça. Et donc l'ancien iPhone SE d'ailleurs avait encore le bouton Home, c'est pour dire. Eh bien, ils vont refresh l'iPhone SE parce que déjà, ils doivent avoir un port USB Type C pour être, on va dire, légal par rapport à la loi européenne. C'est pour ça aussi que l'ancien iPhone SE n'est plus vendu sur les sites d'Apple en tout cas, mais vous pouvez le trouver en ligne. Et donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, parce que ça commence à dater au niveau design, et notamment avec l'arrivée de Apple Intelligence, même si ça met beaucoup de temps à arriver, avec l'arrivée d'Apple Intelligence, ils veulent évidemment faire en sorte que tous les appareils iOS soient compatibles. Donc il faut mettre à jour l'iPhone SE avec une puce qui peut faire tourner Apple Intelligence et qui a aussi assez de RAM, 8 Go de RAM minimum normalement pour Apple Intelligence, pour justement, encore une fois, le faire tourner. Donc ils vont mettre à jour l'iPhone SE ici. Le design, comme vous pouvez voir, a été pas mal update. Ça me fait, je pense honnêtement, quand je le vois, qu'ils vont certainement recycler soit un ancien châssis d'un iPhone 14 ou autre chose, certainement, ou alors tout simplement, une chose qu'ils devraient faire selon moi et qui plairait à beaucoup de gens, c'est ne pourra pas recycler le châssis de l'iPhone mini. Vu que beaucoup de gens ont adoré l'iPhone mini, mais finalement, il ne s'est pas vendu assez pour que Apple le garde dans leur gamme de vente, ils l'ont remplacé par un iPhone Plus. Donc au final, oui, ils ont remplacé un téléphone plus petit par un téléphone encore plus grand, ce qui est assez ironique. Mais oui, les gens veulent... Beaucoup de gens disent « Waouh, pourquoi on n'a plus de petits téléphones ?» Mais au final, quand on regarde les chiffres de vente, les petits téléphones ne se vendent pas, tout simplement. Enfin, ils se vendent, mais pas assez pour toujours le justifier. Donc, pourquoi pas faire en sorte que l'iPhone SE soit le petit iPhone vu que l'iPhone SE était déjà assez petit quand on y pense. Personnellement, j'en ai pris un pour mon père qui voulait un petit smartphone et toutes les options au niveau smartphone. Imaginez, regardez, si vous voulez un petit smartphone qui est supporté au niveau logiciel, que vous êtes sûr qu'une personne un peu plus âgée arrivera à utiliser, l'iPhone SE est le seul choix pratiquement. Donc, j'espère qu'ils vont réutiliser justement le châssis de l'iPhone mini, mais c'est pas tout à fait sûr. Dans tous les cas, ce sera un iPhone avec un seul module caméra, comme on a dit, comme j'ai dit avant, certainement une puce plus récente pour supporter Apple Intelligence. Il y a une vidéo sur Twitter qui montre un mock-up qui est certainement fait par les personnes qui font des protections pour téléphone. Bien souvent, ils ont les dimensions à l'avance et du coup, ils font des mock-ups, ils font des faux téléphones pour voir ce que ça donne. Donc, visiblement, ça ressemblera à ça. Si c'est ça, ça me fait pas trop penser à un iPhone mini, ça, par contre, au niveau taille, donc on verra bien. Mais bon, dans tous les cas, ça arrive normalement la semaine prochaine. Pas mal de rumeurs comme quoi Apple va faire une annonce comme ça. Ces derniers temps, ils ont de plus en plus d'annonces. Je viens juste de me rendre compte que j'avais mis la mauvaise scène. Voilà à quoi ressemble la vidéo avec le mock-up. Voilà, ça marche mieux quand je monte la scène. Et comme vous pouvez voir, ouais, c'est un iPhone, mais c'est pas un iPhone mini. Ça fait plus penser à un iPhone certainement 14, quelque chose comme ça, au niveau de son châssis. Et avec un USB Type C, évidemment, comme vous pouvez voir en dessous. Bref, dans tous les cas, Apple maintenant fait de plus en plus de sorties juste à l'arrache comme ça. Ils font juste une annonce, ils postent hey, on a sorti ça, et puis hop, c'est sur le site web. Donc, à mon avis, la semaine prochaine, c'est ce qui va se passer. Ensuite, on a une autre news ici sur Framework, que j'ai fait une vidéo récemment, si vous vous souvenez. Donc, Framework, c'est ce constructeur d'ordinateurs portables modulaires, bien évidemment. Et du coup, ils ont décidé de sortir une carte mère de développement. Donc, c'est pas vraiment une carte mère disponible pour tout le monde, mais vous pouvez l'acheter sur leur site. Vous ne pourrez pas, par contre, faire un ordinateur configuré avec. Vous devrez vraiment le faire par vous-même. Et du coup, cette carte mère utilise un processeur qui utilise des instructions RISC-V. Donc RISC-V, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors il faut rebaser un petit peu les choses. Dans un ordinateur moderne comme ici, on utilise des processeurs évidemment x86. Dans les Mac ainsi que les iPhones, les téléphones Android, on utilise des processeurs ARM. Eh bien, ARM et x86, c'est tout simplement des sets d'instructions pour le processeur. Ces sets d'instructions permettent de faire des bêtes opérations mathématiques, de bouger des données dans les registres du processeur, ce genre de choses. Donc, c'est hyper important pour pouvoir utiliser pleinement un processeur. Ça permet aussi de simplifier son utilisation. Comme ça, les développeurs n'ont pas besoin de littéralement développer directement sur un processeur. Même si maintenant, évidemment, on a des langages de programmation plus haut niveau qui la simplifient encore plus les choses. Le problème avec x86
et ARM, c'est que c'est pas vraiment disponible pour tout le monde. x86, la licence appartient à Intel et une seule autre entreprise a le droit d'en faire officiellement, en tout cas, c'est AMD. Et AMD a même été créé à l'époque pour justement offrir la concurrence à Intel, parce qu'Intel dominait le milieu et était les seuls à pouvoir faire des processeurs x86. Depuis, évidemment, nous avons les processeurs ARM qui sont arrivés, mais le truc, c'est que la société ARM, du coup, offre des licences à n'importe qui veut en acheter, donc ça, c'est plutôt cool, c'est plus ouvert, mais c'est pas réellement 100% ouvert. Si la société ARM est en mode non, tu n'as pas le droit d'avoir une licence, ben vous ne pouvez tout simplement pas faire de processeur ARM. Donc RISC-V ici a pour but d'offrir des instructions pour processeurs. Donc ça vous permet de designer un processeur qui utilise ces instructions et c'est basiquement libre. Alors on peut pas vraiment dire que c'est open source parce que vous pouvez designer un processeur RISC-V et faire en sorte que les sources de votre processeur soient totalement fermées, genre ce soit votre processeur à vous. Donc vous pouvez vraiment on va dire copyrighter en quelque sorte votre design, mais vous pouvez utiliser en tout cas, quoi qu'il arrive, sans demander l'autorisation, ces instructions RISC-V, ce qui est le plus important. Donc ça permet à n'importe quelle entreprise de le faire librement et donc d'offrir une alternative à ARM et surtout x86. Donc RISC-V était assez prometteur au point même que Google avait rajouté le support d'Android en 2023, mais en 2024, malheureusement, ils ont enlevé le support. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça existe depuis très longtemps. La fondation RISC-V existe depuis genre 2015, c'est pour dire. Mais il y a pas mal de choses prometteurs avec, qui permettraient vraiment de designer des ordinateurs qui seraient tout aussi puissants que des ordinateurs modernes, si on avait évidemment toute l'optimisation derrière de grosses entreprises qui seraient prêtes à le faire, mais qui du coup seraient totalement libres. N'importe qui pourrait le faire. Donc, pas de problème de concurrence et surtout aussi comme les instructions sont disponibles pour tous, si quelqu'un remarque qu'il y a une faille de sécurité dans une des instructions, ça pourrait être évidemment aussi corrigé. Bref, dans tous les cas, du coup ici, Framework a tout simplement sorti cette carte mère, comme vous pouvez voir, qui utilise un processeur RISC-V. Alors la RAM est soudée ainsi que le stockage est soudé aussi, c'est de l'EMC. C'est clairement pas, on va dire, dans la philosophie totale de Framework, parce que normalement, Framework, ils veulent que la RAM soit changeable, le SSD soit changeable, mais ici, comme c'est plus une plateforme de développement, et comme souvent RISC-V, évidemment, est plus utilisé dans des appareils plus, on va dire, légers, c'est pas... Vous pourriez faire un PC RISC-V qui est très puissant, hein, mais c'est souvent plus utilisé dans des appareils plus légers, donc justement, on voudrait les utiliser dans des appareils mobiles, mais c'est pour ça que tout est un peu plus genre soudé comme ça, parce que ça ressemble plus à ce qu'on ferait avec un appareil mobile. Bref, dans tous les cas, la sortie d'une telle carte mère va certainement permettre d'accélérer un petit peu plus le développement dessus, même s'il existait déjà des alternatives. Mais là, c'est la première fois qu'on a un assez gros constructeur quand même, Framework, qui offre justement cette alternative et qui du coup vous permettront de tout simplement faire un ordinateur portable RISC-V, parce que vous pouvez prendre cette carte mère et le mettre, je ne sais pas si on l'a, non on l'a pas ici, mais vous pourrez le mettre dans un châssis, parce que justement ils ont aussi sorti un nouveau produit, c'est fait que maintenant ils vendent des châssis de Framework 13, donc leur ordinateur portable de 13 pouces, sans carte mère. Donc le châssis est complet, vous avez clavier, souris, enfin clavier, trackpad, l'écran, vous avez tout ce qu'il faut. Il manque juste la carte mère, comme vous pouvez voir, et c'est vendu 445 €, ce qui est plutôt serré comme prix. Donc vous avez juste à mettre la carte mère, votre stockage, votre SSD évidemment, et votre RAM, mais à part ça, vous aurez un ordinateur complet. Donc si vous prenez ça plus la carte mère RISC-V, qui devrait coûter, alors je ne me souviens plus du prix, voilà. 200 € qu'elle coûte, cette carte mère. Donc, c'est vraiment un prix, évidemment, assez serré. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non, pas du tout. Tenez-en compte. C'est clairement plus pour quelqu'un qui veut bidouiller. Ça utilise un processeur, comme vous pouvez voir, un Star 5 GH7110, qui est justement un processeur RISC-V, RISC-V plutôt, je devrais dire. Donc, si vous voulez bidouiller, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin du châssis. Tenez-en compte, vous pouvez juste acheter la carte mère, la mettre dans un boîtier externe parce que vous avez des fichiers 3D qui existent de la part de Framework pour en faire. Donc vous pourriez faire un PC comme ça pour 220 € basiquement avec un processeur i5 et du coup bidouiller dessus et voir ce que ça donne. Ensuite, on a une autre bonne action de la part de Valve en rapport avec Steam parce qu'ils ont tout simplement décidé de bannir les jeux qui vous forcent à tout simplement regarder des pubs pour pouvoir continuer à jouer. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment
très commun sur mobile, donc que ce soit smartphone, tablette et tout ça, où littéralement tous les jeux, on a l'impression, utilisent ce format-là. Il y a très peu de jeux payants. C'est aussi parce que les gens refusent de payer sur téléphone, ce qui est un peu, on va dire, ironique au final, parce que les gens se plaignent qu'il y a des pubs dans les jeux, puis après ils refusent de juste même payer 1 € pour un jeu mobile, ce qui est assez abusé. Mais bref, dans tous les cas, Valve va regarder à ça, ils étaient en mode, ouais, on n'aime pas trop ça, on n'aime pas trop les jeux mobiles qui forcent à regarder des pubs. On va faire en sorte que ça n'arrive pas tout simplement sur Steam. Parce que, évidemment, ça pourrait poser beaucoup de problèmes, selon moi, avec juste. Il y a eu beaucoup de problèmes sur mobile déjà, avec des pubs pour des tout et n'importe quoi. D'autres jeux, même souvent. C'est ça aussi que je comprends pas. Ces jeux mobiles, souvent, c'est des pubs pour d'autres jeux dans le jeu. Donc, et j'ai l'impression que c'est souvent fait par les mêmes entreprises. Donc, ça fait tourner dans tous ces jeux-là. Voilà, il y a eu beaucoup de problèmes par le passé. Il y a aussi des problèmes juste de virus cachés dans des pubs. Donc, Valve ne prend pas de risque. Ils sont en mode, non, vous ne pouvez pas faire un jeu où il faut obligatoirement regarder une pub pour pouvoir continuer. Si les pubs sont juste déguisées dans le jeu et vous n'êtes pas obligé de dire de les regarder pour continuer à jouer, ça existe toujours. C'est toujours possible. Donc, tenez-en compte. D'ailleurs, quand on y pense, un jeu avec des pubs pour un DLC directement dans le jeu, c'est de la pub en quelque sorte. Donc ça pourra toujours exister. Mais quoi qu'il arrive, selon moi, une bonne chose. Je n'ai rien contre les jeux mobiles. Il y en a des très bons où vous avez des pubs et que vous devez regarder ces pubs avant de continuer à jouer. Mais pour moi, les meilleurs jeux, selon moi, mobiles, ce sont ceux soit qui sont payants et ils sont très bons, vous avez toute l'expérience directement, vous n'avez pas besoin de regarder de pub, ou alors vous avez certains jeux où le jeu est gratuit et si tu veux, il te propose, il te dit, si tu veux progresser plus vite, regarde, tu peux regarder cette pub. Mais tu n'es pas obligé, tu peux juste continuer de jouer et voilà, continuer de farmer normalement. Ça, selon moi, ce sont les jeux les plus respectueux et ce sont les jeux qui méritent de plus exister sur mobile, tout simplement. Surtout que s'ils sont bien designés, les gens seront contents d'aller regarder une pub ou autre chose. Mais bon, quoi qu'il arrive, pas une mauvaise chose de les avoir interdits sur Steam. Ensuite, on a une news d'update sur le prix et les disponibilités des RTX 5000 et c'est pas beau. On peut le dire, c'est pas beau et c'est pas du tout impressionnant parce que littéralement, il n'y a aucun stock de disponible. Elles sont toutes hors stock, peu importe où vous alliez en ligne. Là, je montrais le DLC parce que c'est en général le site qui est le plus cher, on va être honnête. Et comme vous pouvez voir, les prix ont juste explosé parce que normalement ils avaient des modèles pas Founder Edition mais ils avaient des modèles au même prix que le Founder Edition, donc c'est des modèles MSRP, c'est des modèles qui ont été créés surtout depuis les RTX 4000 parce que notamment avec les 4070 Ti, si vous vous souvenez, il y avait beaucoup de constructeurs qui ne respectaient tout simplement pas le prix annoncé par Nvidia et du coup c'était pas la meilleure image. Nvidia annonce une carte pour 800 € par exemple et puis vous n'avez aucune carte à 800 €. Donc depuis, notamment avec les 4070 Super et 4070 Ti Super et tout ça, ils ont créé des modèles MSRP qui sont censés être au prix annoncé par Nvidia. Et bien ici, vous pouvez voir que tous ces modèles MSRP, en tout cas, je ne sais même pas s'il y en a vraiment là-dedans, mais en tout cas, il n'y en a aucun. On a les premières 5080 à plus de 1400 € et même plus de 1500 €, ce qui est un prix abusé pour une 5080. Là, quelques mois, vous auriez pu acheter une 4090 pour à peine plus cher, qui aurait été évidemment plus puissante aussi. Et puis la 5090, c'est exactement la même chose. Elle est vendue plus de 3000 €. Et si vous regardez sur eBay, parce qu'évidemment, il y en a qui ont réussi à choper les peu de stocks qu'il y avait et qui les revendent maintenant sur eBay, vous avez des 5090 à genre 3500 €, 5000 € même, et vous avez des 5080 qui sont à 1700 €, 1500 € et tout ça. Donc, ouais, clairement pas idéal comme situation. Et le plus bizarre là-dedans, c'est que les RTX 5000 utilisent évidemment le même processus de gravure que les RTX 4000, ce qui pose des problèmes. Premier problème, c'est que comme c'est le même processus de gravure, c'est plus difficile de faire une carte plus puissante sans avoir l'avantage du fait que les transistors peuvent être plus petits, parce qu'ils font exactement la même taille. Donc c'est pour ça que déjà là, le gain de performance n'était pas le plus impressionnant. On a 15%, 16% pour la 5080 versus la 4080 Super. Et puis, vous avez la 5090 qui, oui, est plus puissante qu'une 4090, mais elle coûte aussi beaucoup plus cher. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a ce premier problème-là. Et puis, deuxième problème, c'est-à-dire que si Nvidia continue de fabriquer des RTX 4000, ben, ils ne peuvent pas fabriquer des RTX 5000 parce que TSMC, qui est évidemment la fonderie qui fabrique toutes ces puces, ben, ils ont une capacité de production qui est limitée.
Et souvent, quand vous avez une entreprise comme Nvidia ou Apple et tout ça, ils viennent près de TSMC, ils négocient pour avoir autant de wafers. Donc, je vais commander 10 millions de wafers ou je sais pas quoi, j'invente des stats. Hein. Du coup, ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent avec cette commande de wafers. Donc, forcément, c'est dans l'intérêt d'Nvidia d'être en mode, OK, on arrête les 4000 et on fait que des 5000 maintenant. Et c'est ce qu'ils ont déjà fait en 2024. Fin 2024, les 4090 ont commencé à disparaître, les 4080 ont commencé à disparaître en stock parce que tous les stocks qui restaient, vraiment, c'était des fonds de stock qui étaient déjà arrivés depuis quelques temps dans ces revendeurs. Donc ça fait des mois, littéralement des mois, que vous n'avez plus aucune RTX 4000, certainement, en tout cas haut de gamme, qui est fabriquée. Et donc, ça veut dire qu'aussi, Nvidia a eu le temps normalement d'accumuler plusieurs mois de GPU pour faire des RTX 4000. Et même malgré ça, ou même avec ça, je devrais dire, on n'a toujours pas de stock. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ils ont fabriqué des puces pendant plusieurs mois et il n'y en a toujours pas assez en stock. Alors, il y a plusieurs théories. Il y a des gens qui vont sortir les théories du complot, qui vont dire peut-être qu'il n'y a pas de stock comme ça donne l'impression que ces cartes sont exclusives. Genre, les gens se disent waouh, les stocks sont disparus hyper vite. C'est-à-dire que les gens les trouvent hyper intéressantes, donc je devrais aussi en acheter une. Moi, j'aime pas trop cette théorie-là parce que là, c'est pas la plus intéressante. Il y a une autre théorie comme quoi, si il y a peu de stock, le peu de stock qui est vendu peut être vendu à un plus haut prix parce que offre-demande. Hein, s'il y a plus de demandes que d'offres, on peut augmenter les prix. Et puis après, on peut être en mode mince, il n'y a pas de stock, c'est pas vraiment notre faute, c'est les prix ont augmenté. Donc, vous avez des 5080 qui sont vendus 1500 €. Donc là, vous avez des gens qui vont les acheter à ce prix-là parce que vous avez des gens, peu importe le prix, ils vont acheter. Notamment à 5090, on peut le voir. Il y a des gens, même si elle est à 3500 €, ils vont l'acheter. Donc, comme ça, les marques, tout le monde se fait un peu plus d'argent. Je parle d'une théorie ici, hein. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Mais la théorie, c'est que comme ça, tout le monde se fait un peu d'argent. Les revendeurs, les fabricants, tout le monde se fait un peu plus d'argent. Tout le monde est content. Et puis d'ici quelques mois, quand il y aura plus de stock, eh bien, les personnes qui, eux, n'étaient pas prêts à acheter à un prix plus élevé, auront enfin du stock. Et là, les prix pourront petit à petit, graduellement revenir à la normale. Donc, comme ça permet de maximiser les profits, en fait. Donc ça, c'est la deuxième théorie qui, selon moi, voilà, c'est clairement une théorie un peu du complot, mais je trouve qu'elle a quand même un petit peu de poids par moment quand on y pense. Mais bon, c'est à vous de voir aussi. Je vous laisse décider de voir si c'est vraiment le cas ou pas. Bref, dans tous les cas, une chose est sûre, il y en a très peu en stock. Tellement peu en stock que beaucoup de gens ont dit que c'était un lancement papier. Donc un lancement papier, c'est quand vous lancez un produit, mais vous avez basiquement aucun stock. Et là, j'ai pu entendre des retours. Donc il y en a qui vont dire non, mais il y avait du stock, c'est juste qu'il est vite parti. Mais j'ai pu avoir des retours, je ne donnerai pas de source, mais j'ai pu avoir des retours de personnes qui disaient que il y avait vraiment très peu de cartes. Au point même que des fois, il y avait juste quelques dizaines de cartes chez certains revendeurs. C'est juste pour vous dire. Imaginez un revendeur pour tout un pays avait juste quelques dizaines de cartes d'un seul fabricant ou autre chose. C'était à ce point-là. Donc, c'est ça que je dis que moi, je ne comprends pas. Ça fait des mois que les RTX 4000 ne sont plus fabriqués. Ça fait des mois qu'ils ont pu accumuler des GPU. Et on se retrouve avec si peu de stock. Évidemment, il y a une énorme demande parce que c'est une nouvelle génération et tout ça. Mais je me dirais que Nvidia aurait dû apprendre quand même pas mal de leurs erreurs par le passé avec les RTX 3000 quand elles sont sorties, et toute la pandémie et tout ça, ainsi que même les RTX 4000 quand elles sont sorties. Je me dirais que maintenant, ils comprennent, ils savent comment gérer. Mais voilà, je ne sais pas si c'est forcément eux qui ont mal géré. Peut-être qu'il y a un problème de pénurie de puces GDDR7. C'est tout à fait possible. Peut-être que le problème de production vient du fait que beaucoup de GPU ont été peut-être fabriqués, mais qu'ils mettent du temps à arriver, tout simplement. C'est tout à fait possible. Surtout que début février, il y avait évidemment les vacances en Chine. Et beaucoup de ces cartes graphiques sont certainement fabriqués en Chine. Donc, ça a peut-être contribué à ça. Mais une chose est sûre, voilà, c'est clairement pas idéal pour le consommateur. Parce que on se retrouve au final... Parce que, oui, ok, une 5080 est 16% plus performante, elle était vendue un peu plus cher, mais si elle est vendue 1500 €, d'un point de vue valeur pour le consommateur, on a régressé. C'est comme j'ai dit avec la sortie des 9800X 3D. Avant les 9800X 3D, les processeurs d'AMD, le 7800X 3D était vendu 360 €. C'était vraiment un prix hyper intéressant. Depuis, et ça s'est un peu amélioré, mais depuis, avec l'arrivée du 9800X 3D, le 7800X 3D a juste disparu en stock et il s'est retrouvé à plus de 450 €. Donc, ça veut dire que d'un point de vue valeur, performance, le consommateur a perdu. Littéralement, le consommateur, oui, a eu une meilleure option, le 9800X 3D qui est plus puissant,
mais ils ont perdu une bonne option qui était à un prix raisonnable. Donc là, c'est la même chose que je vois ici. C'est que, OK, acheter une RTX 4080 n'était pas le meilleur achat forcément fin 2024, mais au moins vous pouviez en acheter une. Maintenant, vous ne pouvez même plus en acheter une, et le seul choix que vous avez, c'est des cartes qui coûtent plus de 1500 €. Donc le consommateur est perdant en tout point là-dessus. Donc, ouais, j'espère que ça va s'améliorer. Une chose est sûre, ce mois, c'est assez honteux, franchement, d'avoir autant de problèmes de stock après autant d'expérience, on va le dire, par le passé, notamment avec les RTX 3000. Ça aurait dû être beaucoup mieux géré que ça. Et j'espère que ça va s'améliorer dans tous les cas. Ensuite, la polémique ne s'arrête pas là pour la RTX 5000 parce qu'en plus de certains problèmes qui sont arrivés, notamment certaines personnes avec la 5090 n'avaient aucun signal vidéo et des fois, ils devaient juste rebrancher ou autre chose ou redémarrer le PC. Il y avait aussi des personnes qui ont des problèmes quand ils mettaient dans des cartes mères qui ne supportent pas le PCI Express 5.0. Voilà, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Mais surtout, là, maintenant, on en arrive à le retour de la fameuse polémique du connecteur 12 pins. Donc, le connecteur 12 pins, si vous vous souvenez, à la sortie... Alors, il a commencé avec les RTX 3000, mais là, on n'a pas vraiment eu de problème, à part le fait que les gens ne l'aimaient pas trop et qu'ils devaient utiliser un adaptateur. OK. Et puis, nous avons eu la vraie version finale du connecteur 12 pins avec l'ajout de 4 pins de data, et je l'ai juste ici d'ailleurs, l'adaptateur. Donc, on a eu l'ajout de 4 pins de data qui sont juste ici. Et c'est arrivé évidemment sur la RTX 4000. Et c'est aussi le nouveau format officiel dans la norme PCI Express, notamment 5.0, et aussi le format ATX 3.1 pour les alimentations. Donc c'est vraiment un connecteur qui est officiel, qui a été même co-designé avec Intel, AMD, même Qualcomm techniquement. Il y a plusieurs entreprises comme ça qui font partie de ce consortium et ils ont tous validé ce nouveau connecteur. Donc les RTX 4000 sont basiquement le seul produit, enfin c'était le seul produit à la sortie qui l'utilisait, parce qu'AMD a refusé de l'utiliser parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et on a évidemment eu sur la 4090 d'énormes problèmes avec parce que certaines personnes, alors il y a eu beaucoup d'enquêtes là-dessus, mais le problème en tout cas c'était que ce connecteur a des tolérances très spécifiques, donc il faut vraiment le brancher parfaitement et certaines personnes ne le cliquaient pas entièrement et donc comme il était mal cliqué, il y avait une connexion qui était moins bonne et donc ça créait plus de résistance sur cette connexion. Donc c'est-à-dire que l'électricité avait plus de mal à passer d'un médium à l'autre et donc plus de résistance, ça veut dire plus de chaleur qui était créée et des fois le connecteur pouvait prendre feu. Donc on a eu cette énorme polémique. Finalement, tout simplement, on a dit aux gens de mieux brancher les câbles et c'était réellement ça le problème. Les câbles étaient souvent mal branchés. Mais évidemment, pour moi, et selon beaucoup de personnes, c'était aussi un problème de design. Pourquoi designer un câble qui peut être mal branché, vous voyez? Oui, ok, c'est la faute de l'utilisateur, mais si le câble était bien designé au point même que c'est dur de mal le brancher, ça ne serait jamais arrivé. Donc il a été redesigné, il faut le savoir. Donc ce câble-là que vous voyez, cet adaptateur pour une RTX 5090 est redesigné. Ils ont redesigné les tolérances pour faire en sorte qu'il y ait encore moins de tolérance. Genre vraiment, si vous le mettez dans le connecteur, il peut à peine bouger. Donc s'il clique en place, il est parfaitement en place, quoi qu'il arrive. Et réellement, ça a fixé les problèmes, en tout cas qu'on avait sur la 4090. Parce qu'il y a certaines 4090 qui sont sorties avec une version corrigée. Et donc, ce fixe est aussi arrivé sur la 5090 et fait en sorte qu'on ne l'a pas. Ici, on a à nouveau le problème. Donc, vous pourriez vous dire, c'est la même chose. Le câble était peut-être mal branché. Sauf que non. Alors, peut-être qu'il était mal branché pour cette personne-là, mais vous avez aussi Debauer qui a fait une vidéo littéralement aujourd'hui, par rapport au moment où je fais cette vidéo en tout cas. Et du coup, lui, il a testé. Alors, il a la 5090 que vous voyez ici, c'est une 5090 Founder Edition il a fait un water block de lui-même, mais c'est une Founder Edition, donc le câble qui sort ici, c'est le câble Founder Edition. Et du coup, il a fait des tests, et comme vous pouvez voir sur la caméra thermique ici, il a trouvé que le câble, en tout cas, 2 des câbles qui sortaient de ce connecteur 12 pins chauffaient énormément. Il a testé avec un appareil qui permet de mesurer la quantité d'ampères qui passe dans le câble. Et ce qu'il a remarqué, c'est que un des câbles, notamment, avait plus de 20 ampères qui passaient dedans. 20 ampères à 12 volts, parce qu'évidemment, c'est du 12 volts. Je sors la calculatrice, comme ça on peut voir. Donc 20 ampères à plus de 12 volts, c'est plus de 240 watts sur un seul de ces câbles. Il y en a 12, évidemment, mais les 12 ne sont pas utilisés pour juste transférer
de l'électricité. Certains sont des câbles de terre, de prise terre. Donc, tous ne sont pas utilisés. Je ne sais plus exactement combien sont utilisés, mais vous devez bien vous en douter, 240 watts sur un seul de ces câbles, ce n'est pas normal. Donc, c'est ce qu'il a remarqué. Et donc, c'est ce qui suppose qu'il est arrivé sur le câble de l'autre personne. Et d'ailleurs, il a récupéré le câble, l'alimentation et la carte graphique de la personne qui a eu ce problème-là. Il a regardé au microscope, il a pu voir que, oui, le connecteur est fondu sur la carte graphique, sur l'alimentation aussi, mais aussi sur le connecteur en tant que tel. Mais l'entièreté du câble, il y a très peu de câbles ici, mais l'entièreté était un petit peu fondue à certains endroits. Donc, c'est vraiment le câble qui a surchauffé, ce qui est différent du problème qu'on avait eu sur les 4090. Sur les 4090, c'était le connecteur qui avait une mauvaise connexion, parce que des fois, on ne branchait pas à fond, et ça crée une résistance, le connecteur fondait. Ici, c'est différent. Il y a tellement d'électricité qui passe sur un seul ou deux de ces câbles que le câble chauffe. Il y a juste trop d'ampérage dans ce câble. Il n'est pas conçu pour ça. Et donc, il fond. Donc là, c'est un problème littéralement totalement différent. Alors, du coup, forcément, moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode « Wow, c'est vraiment pas bon » parce que là, Debauer a fait un bed test pendant juste 10 minutes de Furmark. Il avait déjà le câble qui était à un endroit, apparemment, pratiquement, oui, à 150 degrés, ce qui est abusé. Donc là, moi, je me suis dit, je vais tester avec ma carte. Donc là, j'ai retiré le panel latéral d'ailleurs. J'ai un téléphone avec une caméra thermique. C'est pas parfait parce que c'est pas une aussi bonne caméra thermique que la sienne. Mais j'ai regardé. J'ai mis Furmark pendant 30 minutes sur la 5090 que j'ai ici. Et moi, j'ai pas eu le problème. Donc là, le connecteur que j'utilise, c'est un connecteur de chez Corsair. Debauer utilise aussi une alimentation de Corsair. Il utilise un câble très similaire en réalité. Il utilise juste une version qui est un peu plus haut de gamme. Moi, j'utilise la version un peu plus simple avec un câble assez rigide. Mais il faut savoir que du coup, moi, je peux voir les 12 câbles qui sortent vraiment. Enfin, il y a un peu plus que 12 techniquement, mais je peux voir tous les câbles parce qu'il y en a d'un côté et puis il y en a de l'autre côté. Mais il y a juste 2 couches de câbles connectées ensemble comme ça sur mon câble. Et j'ai fait plusieurs photos que je vous mettrai à l'écran. J'ai fait plusieurs photos de chaque côté du câble. Et moi, j'avais des températures qui, oui, pendant plus de 30 minutes de Furmark, un endroit du câble était à 40 degrés, ce qui est évidemment plus chaud que la température ambiante. Ça montre qu'il y a clairement beaucoup d'électricité qui passe dans ces câbles et donc qui chauffe en partie. Mais là, on est clairement dans des marges, on va dire, raisonnables. C'est tout à fait logique qu'un câble aussi petit avec autant d'électricité qui passe, genre 575 watts, chauffe un petit peu. C'est tout à fait normal. Moi, j'étais à 40 degrés, je pouvais toucher le câble, ça ne me brûlait pas, il n'y avait pas de souci. J'ai pu aussi vérifier là où il se connectait dans la carte graphique. Et là, le connecteur était un petit peu plus chaud, mais je pense aussi c'est parce qu'il y a une partie de la chaleur qui vient tout simplement de la carte. Donc, ce n'était pas le câble qui était chaud, c'était vraiment derrière le connecteur, il y avait de la chaleur qui venait. Donc, je pense que ça venait tout simplement du GPU et du PCB qui transféraient une partie de la chaleur. Et là, j'étais à 60 degrés. Ce qui, encore une fois, ça peut paraître haut, mais c'est une température qui est raisonnable pour une telle quantité d'électricité. Donc, moi, de mon côté, je n'ai pas le problème visiblement que Debauer a. Clairement, ma carte en tout cas fait passer une quantité d'électricité sur chaque câble qui est tout à fait raisonnable. Et ça, c'était dans Furmark. J'ai aussi testé sur Cyberpunk pendant plus de 30 minutes et là, la température était encore plus basse. Donc, si vous jouez à des jeux vidéo, vous n'aurez basiquement aucun problème. Mais bon, moi, c'était mon expérience. Le truc, c'est que Debauer a eu clairement un problème. Et la personne qui a eu son câble qui a fondu a eu aussi clairement le même problème. Ça ressemble exactement au même problème. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça vient de l'alimentation? Pas sûr, parce que j'ai la même alimentation que Debauer, encore une fois. Est-ce que ça vient de la carte en tant que telle? Peut-être que juste certaines cartes ont un problème avec leur BIOS. Peut-être qu'ils utilisent une mauvaise version du BIOS dessus qui fait que l'étage d'alimentation utilise mal le connecteur et fait passer trop de courant sur un seul câble, je ne sais pas trop. C'est clairement quelque chose qui va devoir être investigué par NVIDIA. Si vous avez une 5090, bon, je pense que c'est juste une personne qui regarde cette vidéo, mais si vous avez une 5090, ce que je vous conseille de faire, c'est juste lancer un jeu pendant plus de 30 minutes et juste toucher le câble. Alors, ne tirez pas dessus, juste touchez-le. Et si il est tellement chaud que vous n'arrivez pas à garder vos doigts dessus, il y a clairement un problème. Parce que je pense que vous n'avez pas tous une caméra thermique, c'est quelque chose qui est clairement très spécifique, mais voilà, juste tester de voir s'il chauffe. Il y a aussi certaines, je sais qu'il y a le modèle Asus de la 5090
un truc qui indique combien d'électricité passe sur chaque câble. Donc ça permettrait de le savoir. Mais à part ça, oui, vous n'avez pas vraiment de manière de le voir. Donc juste tester en fait. Regardez si le câble est chaud. Si le câble est vraiment chaud, vous n'arrivez pas à garder vos doigts dessus, il y a un problème. Et là, je vous dirais de peut-être juste limiter le TDP de la carte, limitez-le à genre 70% de ce qu'il peut faire, 80%, et essayer de peut-être voir avec Nvidia directement en fait, parce qu'il y a clairement un problème. Mais moi, je n'ai pas eu le problème. Donc, encore une fois, je ne sais pas exactement quelle est la différence entre ma Founder Edition et celle de Déborah. Bon, lui, il a water coolé, donc peut-être que c'est parce qu'il a démonté. Mais après, cette personne-là ne l'a pas démonté et a eu le problème. Donc, c'est ça que je dis qu'il y a clairement un problème quelque part. Mais il faut arriver à identifier exactement d'où il vient. Ensuite, en parlant d'identifier un problème qui vient clairement de quelque part, nous avons AMD qui va normalement sortir les RX 9000 cette année-ci. Le problème, c'est que la communication est très bancale sur celle-ci. Personnellement, je les attends vraiment. J'ai des contacts chez AMD. J'aurais dit, hey, si vous avez un exemplaire de test, j'adorerais pouvoir tester une de ces RX 9000. Donc, je n'ai aucune forcément garantie pour le moment de peut-être avoir un exemplaire de test, mais j'essaie d'en avoir un pour pouvoir tester. Dans tous les cas, en attendant, on ne sait toujours pas exactement quand elles vont arriver. Il y a une rumeur comme quoi ce serait le 6 mars, mais ce n'est pas garanti. Une chose est sûre, c'est normalement pendant le mois de mars, on devra avoir la sortie de ces cartes. Et prochainement, ils ont dit qu'ils devraient avoir les détails qui arriveraient très prochainement. Donc, c'est Frank Azor qui travaille chez AMD qui a indiqué ça. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont faire une présentation prochainement pour juste... Le truc, encore une fois, j'ai dit avec Nvidia, c'est pas grave d'annoncer quelque chose et puis juste dire qu'il arrive dans 2 mois. Mais faites une annonce correcte, quoi. Parce que là, le problème, c'est que en janvier, AMD a dit « Ouais, les RX 9000, elles arrivent. » Mais ils ont donné zéro détail. Genre vraiment zéro détail. Et ce qui était très bizarre, c'est que par contre, lors du CES, il y avait plein d'RX 9000 un peu partout. J'ai pu en voir quelques-unes. Elles étaient totalement finies. Il y en avait une qui fonctionnait dans un PC et tout. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, là, s'ils font une présentation, j'espère qu'ils auront des détails et surtout une date claire et précise de quand elles arrivent. Même si cette date est début avril, au moins précisez exactement. N'hésitez pas à rajouter un peu plus de temps pour être sûr, mais donnez-nous des informations plus précises. Parce que là, les gens se disent « Oh, elles arrivent, mais on ne sait pas quand elles arrivent. » C'est très bancal. Je ne sais pas s'ils ont fait ça parce qu'ils voulaient être sûrs d'annoncer avant même, parce que la présentation AMD lors du CS était avant Nvidia. Est-ce qu'ils ont fait ça pour essayer de un petit peu montrer et nous aussi on a des cartes qui arrivent, peut-être. Est-ce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils ont eu des problèmes de stock ou autre chose ou de prix qui peut-être ont fait en sorte que normalement la sortie était vraiment fin janvier mais ça a été repoussé? C'est pas trop. Une chose est sûre, il y a d'énormes problèmes de communication de la part d'AMD sur ces RX 9000 et ça a toujours été un peu le problème d'AMD. Ils continuent de se tirer des balles. Je le dis encore une fois, AMD, le pire ennemi d'AMD, c'est AMD. Ils se tirent des balles dans le pied, des fois je ne comprends pas. Donc là, j'espère, franchement, AMD, cette fois-ci, pas d'excuses. Ça fait je ne sais combien de générations de cartes graphiques que vous continuez de faire des fois les mêmes erreurs de, par exemple, là il y a 2 cartes. Moi, ce que je vois arriver, je le prédis, la 9070 XT va être à un prix raisonnable et puis ils vont mettre la 9070 qui sera moins puissante, trop près au niveau prix. Je le prédis, ils l'ont déjà fait plusieurs fois et j'ai l'impression qu'ils continuent de le faire. Donc là, je prédis qu'ils vont mettre cette 9070 tellement proche en prix de la 9070 XT parce qu'ils se disent, comme ça, les gens se disent, je vais prendre la 9070 XT. Sauf que en faisant ça, ils gâchent l'image de marque de la 9070 parce que du coup, tous les tests qui sortent disent, oui, elle est performante, mais elle est trop chère. Et du coup, dans le futur, les gens qui regardent à nouveau ces tests, même si le prix a diminué, ils regardent le test, ils se disent, et ils voient le reviewer dire, elle est bien, mais elle est trop chère. Et là, les gens se disent, je vais l'éviter, alors je vais pas la prendre. C'est ce qui est arrivé avec la 7800 XT, la 7700 XT, c'est ce qui est arrivé avec la 7900 XT, et j'espère qu'ils vont pas le faire encore cette fois-ci, mais j'ai du mal à y croire. Franchement, j'ai du mal à y croire. Encore une fois, AMD aime bien se tirer des balles dans le pied. Ils font des très bons produits, ils dominent au niveau processeur, genre Intel se fait faire une raclée pas possible, mais au niveau carte graphique, je sais pas pourquoi AMD continue de juste se tirer des balles dans le pied sans aucune raison. Donc, AMD, par pitié, faites mieux. Ensuite, justement, on parlait du fait que vous avez presque plus de stock des RTX 4000 fin d'année, en tout cas les modèles haut de gamme. Eh bien, les RTX 4060, c'est la même chose. Le stock sont en train de diminuer de plus en plus et vous devriez bientôt certainement plus en voir. Pourquoi? Parce que la 5060 va arriver. Donc, on ne sait pas encore trop de détails sur la 5060 parce que la 5060 n'est
pas officiel techniquement. Nvidia a clairement annoncé les 5090, 5080, 5070 Ti et 5070, mais ils n'ont pas annoncé la 5060. Et notamment, un détail que moi, j'attends de voir pour la 5060 et la 5060 Ti, si elle existe, c'est juste combien de RAM et quel genre de spec on a. Alors, les specs, c'est à peu près sûr, vont être très similaires. Juste un peu plus de coups d'accord, ce genre de choses, parce qu'on l'a vu avec les RTX 5000, c'est basiquement ce qui va se passer. Hein. Mais la quantité de RAM, c'est la dernière inconnue. Parce que même si le bus, la largeur de bus mémoire est la même, qui est 128 bits, ils peuvent faire des configurations différentes. Pourquoi? Parce que avec 128 bits, vous pouvez avoir basiquement 4 puces voilà, de RAM qui est connectée, parce que chaque puce utilise 32 bits de ce bus mémoire. Donc, vous pouvez avoir 4 puces. Donc, si vous avez des puces de 2 Go, 4 x 2, 8 Go. Logique. C'est pour ça que la 4060 a 8 Go de VRAM. Bien, le truc, c'est que la GDDR7 a des puces de 3 Go. Elles existent. Elles vont être utilisées notamment pour la 5090 sur ordinateur portable. Parce que la 5090 ordinateur portable, c'est juste une 5080. Et la 5080, vous le savez, a normalement 16 Go de RAM avec des puces de 2 Go. Mais si vous mettez des puces de 3 Go, ça vous donne le chiffre magique de 24 Go. Donc, ces puces 3 Go existent. Ces puces 3 Go, toutefois, ne sont pas encore tout à fait produits assez, mais les nouveaux ordinateurs portables avec des 5090 arrivent en mars. Donc, si la 5060 arrive après mars même, en toute logique, ça veut dire qu'il y a du stock de ces puces de 3 Go. Donc, au lieu de mettre 4 puces de 2 Go, si Nvidia, j'espère qu'ils vont le faire, mais si Nvidia veut mettre plus de RAM, ils pourraient juste mettre des puces de 3 Go, 4 x 3, ça fait 12 Go de VRAM, et là, on aurait une carte qui aurait la même quantité de VRAM que la 3060, qui est sortie il y a je ne sais combien d'années, mais c'est pas grave, mais surtout qui a une quantité de VRAM beaucoup plus respectable et qui devrait certainement empêcher les problèmes qu'on avait eus, qu'on a déjà vu avec certaines cartes. Par exemple, si vous avez une 3070, la 3070 commence à un petit peu mal vieillir, parce que 8 Go de VRAM dans certains jeux, des fois, mais vous les dépassez très facilement, surtout si vous les jouez en 1440p. Donc là, la 5060, je sais, est plus designée pour du 1080p, mais je peux vous garantir qu'il y a des jeux où même en 1080p, vous pourrez dépasser les 8 Go, sûr et certain. Donc, j'espère qu'ils vont faire ça. Et puis la 5060 Ti, ils pourraient faire la même chose, mettre des puces de 3 Go, alors 12 Go de RAM, ce serait génial. Ou alors, comme il avait fait avec la 4060 Ti, faire un modèle 16 Go. Mais selon moi, s'il faut un modèle 16 Go, qu'ils fassent en sorte que ce soit le seul modèle, en fait. Parce que s'il y a un modèle 8 Go, là, ce serait pas bon. Ou alors, faites juste un modèle 12 Go. 12 Go, ça me paraît tout à fait raisonnable comme quantité de VRAM pour une carte graphique plus entrée de gamme, milieu de gamme. Et ce serait suffisant dans la plupart des jeux. Parce que si vous regardez, beaucoup des jeux qui utilisent beaucoup de VRAM, c'est souvent soit des jeux extrêmement lourds, ou soit c'est des jeux qui ont été portés depuis les consoles un petit peu à l'arrache. Et du coup, sur console, la PS5 notamment, elle a 16 Go de RAM total, mais 4 de ces 16 Go sont réservés pour le processeur. Donc le GPU de la PS5, pas de la PS5 Pro, mais la PS5, peut utiliser jusqu'à 12 Go. Donc des fois, vous avez des jeux où les développeurs font pas trop attention, et quand vous mettez les paramètres graphiques les plus hauts possibles, vous allez vite dépasser les 8 Go, parce que eux, ils ont développé pour une plateforme où il y avait jusqu'à 12 Go de VRAM disponible pour la carte graphique. Et donc, c'est pour ça que souvent, vous avez ce problème-là. Pas toujours, hein. Il y a juste des fois aussi juste des moteurs graphiques qui sont juste lourds. Mais une chose est sûre, 12 Go, pour moi, serait plus confortable et serait une meilleure valeur pour le consommateur. J'espère vraiment qu'ils vont le faire, parce que s'ils sortent une 5060 et surtout une 5060 Ti avec 8 Go de RAM, là, je dis, ils vont se faire défoncer par les reviewers. Ils vont se faire défoncer par le public qui va être en mode, qu'est-ce que c'est que cette MERDE, Nvidia, parce que on est en 2025 et vous continuez de nous sortir des cartes graphiques avec la même quantité de VRAM, alors que oui, c'est de la GDDR7, je sais, mais c'est pas un problème de vitesse forcément ici, c'est juste vraiment un problème juste de stockage. Et beaucoup de jeux n'utilisent pas forcément les dernières technologies à la mode pour compresser les textures dans la VRAM ou autre chose. Voilà, vous allez forcément avoir des problèmes. Donc, bref, quoi qu'il arrive, les 4060 commencent à arriver en fin de stock, petit à petit. Donc, ce qui signifie l'arrivée de la 5060, voilà, j'y arrive. Et donc, on devra avoir une présentation des 5060 très prochainement. Et là, encore une fois, j'espère que Nvidia va faire la bonne chose et nous sortir des cartes avec
une quantité de RAM respectable. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mémoire Vive pour ne pas manquer le prochain podcast que je vais sortir, comme j'ai dit, avec French Hardware. Normalement aussi, d'ailleurs, c'est sur YouTube, mais on aura aussi d'autres plateformes certainement. Donnez juste nous un peu de temps, mais on devrait le sortir sur toutes les plateformes de podcast à terme. Donc comme ça, vous pourrez l'écouter sur Spotify, Apple Podcast, ce genre de choses. Mais en attendant, la sortie initiale, ce sera quoi qu'il arrive sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas tout simplement les informations par rapport à ça. En attendant, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Moi, je vais jouer à Civilization 7.